Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Fouzia Bouzerda, qui est la directrice générale de Grenoble École de Management. Bonjour Fouzia. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être venu et de m'avoir proposé cette interview. Fouzia, vous êtes à la tête de GEM depuis septembre 2022. Quel ADN avez-vous impulsé au sein de Grenoble École de Management ? La capacité peut-être à dialoguer avec plusieurs univers, puisque j'ai eu des fonctions assez diverses, à comprendre assez rapidement, en fait, en tout cas là c'était sur l'enseignement supérieur, à bien comprendre les enjeux en fait, de l'enseignement et du monde consulaire. Et puis peut-être, en tout cas, la marque que j'ai toujours eue, c'était d'imposer une vision et d'avoir la capacité à réaliser. Après, j'ai aussi trouvé à mon arrivée vraiment une école engagée. Et ça, c'était très important. Ça fait partie des choix en fait, que j'ai eus. Et puis, des personnes très investies. Puis j'ai pu aussi m'entourer de nouvelles personnes aussi très compétentes. Donc, voilà, je ne sais pas, c'était très compliqué de répondre à une question personnelle, mais je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est l'enjeu de porter une vision et d'avoir la capacité à fédérer pour la réaliser. Voilà. Merci Fouzia. Vous êtes directrice générale, avocate, femme politique aussi. Est-ce que vous comptez rester durablement dans le paysage de l'enseignement supérieur et notamment à la tête de GEM ? Écoutez, je compte rester à la tête de GEM. Je suis très engagée et très investie au sein de cette école. On est dans une très très bonne dynamique. Je pense qu'elle se voit. Et donc l'enjeu pour moi, c'est de pouvoir désormais réaliser le plan stratégique que nous avons lancé en novembre dernier. Donc je vous confirme que j'entends bien rester mobilisée au soutien du développement de l'école. On va maintenant parler des modèles économiques dans l'enseignement supérieur et plus particulièrement dans les grandes écoles de management. Ces mêmes écoles connaissent ces derniers mois des difficultés financières, des hausses de coûts de structure, des dépenses immobilières, une baisse de la démographie qui se profile, une compétition internationale et même des tensions géopolitiques. Comment est-ce que vous, à GEM, vous avez anticipé et vous gérez ces différents éléments ? Pendant longtemps, les écoles elles ont été accompagnées aussi par les chambres de commerce, puisque nous sommes une école consulaire. Et donc, les chambres de commerce n'ont plus les moyens de soutenir les écoles comme elles avaient l'occasion de le faire précédemment. Donc, l'enjeu pour nous, en tout cas à GEM, notre engagement, c'était de se dire qu'on remettait nos fondamentaux, j'allais dire qu'on les solidifiait et qu'on a mis en œuvre des réformes, une réorganisation, une nouvelle dynamique avec un plan stratégique, qu'on a reposé l'ensemble de nos fondamentaux, y compris sur les programmes, pour être dynamiques et attractifs. Et donc, ça nous a permis de conforter notre trajectoire et d'arriver à l'équilibre sur cet exercice. Donc, je ne dis pas que c'est simple, parce qu'on a quand même des coûts assez forts, il y a une très grande concurrence, il y a une très belle dynamique, les écoles de commerce sont des écoles qui performent, mais c'est un modèle très coûteux. Donc, ce n'est pas simple à réaliser. Alors, en tout cas, GEM, depuis 2 ans, s'est donné vraiment les moyens de reposer ces bases-là pour pouvoir après appréhender le développement de l'école nationale, internationale, avec beaucoup plus de sérénité. Là, vous l'avez mentionné, vous revenez à l'équilibre. Peut-être faire un petit point d'étape sur le plan strat. Oui, alors l'objectif, on clôturait le précédent plan stratégique. Et donc l'objectif pour l'école, c'était de réaffirmer très fortement tous ses atouts et ce qu'elle était vraiment, donc une école ancrée autour d'un écosystème d'innovation avec la capacité à dialoguer et à former des scientifiques, des ingénieurs de la tech, ce qui fait qu'elle a très tôt initié des programmes hybridés. Donc elle avait vraiment cette stratégie dès sa création, dès son origine. Et donc de réaffirmer cet ADN de science, cet ADN de technologie, d'innovation. Et on se retrouve aujourd'hui à GEM Labs. C'est un des 2 campus grenoblois dédiés à l'innovation, qu'on transporte également sur le campus de Pantin. Mais c'est un peu l'âme de la manière dont on arrive à faire dialoguer les entreprises, les étudiants et les chercheurs, puisque c'est vraiment une agora où tous se rencontrent. Et donc ça, c'était une réaffirmation. Puis, à 360 degrés autour de nous, vous avez des montagnes. Et vous le savez, GEM est une école très engagée depuis longtemps. Elle est société à mission depuis 2021. Et donc, elle a réaffirmé aussi très fortement sa capacité à apporter des vraies réponses aux enjeux de transition, aux enjeux de transformation de nos différents modèles, de nos business models, de notre économie, avec la montagne de 4 temps et les transitions, l'impact climatique. Nous, on le voit au quotidien, tout autour de nous. Et donc, c'était de réaffirmer qu'on avait une réponse particulière, singulière, que nos chercheurs sont très investis sur ces sujets-là. Plus de 50% de nos enseignants-chercheurs travaillent sur ces sujets et sont contributeurs, pour certains,
du GIEC très régulièrement. Et puis, on s'est dit que la réponse à apporter aussi à nos étudiants, en tout cas à nos apprenants en général, c'est aussi une vraie promesse. C'est une promesse de voyage pédagogique. L'apprentissage, c'est un voyage. Quand on parle d'apprentissage, vous savez qu'on avait l'apprentissage, le compagnonnage et la maîtrise, et ça supposait d'aller à la rencontre. Et donc, on a repoussé le modèle encore plus loin. On avait déjà intégré de l'immersif, du virtuel, et on a un lab qui nous permet de le faire avec des plateformes que vous avez eu l'occasion de visiter. Et donc, nos étudiants apprennent par l'expérience, l'immersion. Mais on a voulu aller plus loin avec le modèle 60-20-20. Donc 60 en petit groupe, en présentiel avec son prof, classiquement. Après, c'est aussi l'ADN de l'école de le faire en petit groupe, hein, c'est traditionnel, c'est quelque chose auquel on tient comme modèle. 20% eh ben, réalité virtuelle, IA, vous en avez parlé, avec tous les outils, ce qui nous a amené à développer en propre des cours en virtuel, en immersion, sur les enjeux de transition. Et puis 20% hors les murs, en immersif, au cœur des montagnes, avec des partenariats avec certaines stations, je vais citer Champs-Rousse, mais il y en a d'autres, et puis au sein des entreprises, c'est-à-dire pas de l'alternance, déplacer nos étudiants pour qu'ils puissent apprendre dans différents cadres, et notamment au sein d'un certain nombre de partenaires. Autour de nous, on a aussi des équipements européens de premier plan, le synchrotron, le CEA qui réalise une nouvelle salle blanche pour 1 milliard. Ça, c'est un atout assez extraordinaire à portée de nos étudiants. Merci Fouzia pour cette réponse très complète. Je voudrais qu'on revienne très rapidement, vous l'avez mentionné, la baisse des financements des CCI ces dernières années, qui sont elles-mêmes dues à des baisses de subventions de l'État. Est-ce que vous comprenez, vous, les écoles qui font actuellement rentrer des fonds pour financer leur croissance et, en quelque sorte, est-ce qu'un jour ce serait possible pour GEM ? Alors moi je comprends, enfin en tout cas je pense que sur ces sujets il n'y a pas d'opprobre particulière. En fait c'est simplement où est-ce que vous posez le curseur de l'excellence et comment vous arrivez à financer votre modèle. L'enjeu c'est de garantir toujours l'ouverture, l'excellence et cette excellence-là, j'allais dire, je préfère voir une école qui va se retrouver, qui va s'adosser et s'ouvrir à un fonds plutôt cette disparition. On a des écoles qui ont disparu. Et donc l'enjeu, c'est quand même de garantir un modèle assez exceptionnel en France, qui est atypique. Il n'est pas un modèle forcément adossé à l'université, c'est un modèle né du monde professionnel avec des écoles consulaires. Et je pense que c'est une chance et une force pour notre pays, qu'il faut garder ce modèle. Si ça implique parfois une ouverture, pourquoi pas. À partir du moment où vous avez 51% du capital qui reste propriété, entre guillemets, des écoles consulaires, puisque sinon vous ne diplômez pas, c'est un modèle qui permet de le garantir. Alors après, bien sûr, on a eu des exemples, notamment dans la presse, d'officines, d'écoles qui jouent sur les peurs, la crainte de déclassement d'un certain nombre de jeunes, et donc, j'allais dire, qui abusent et qui ne délivrent pas de diplôme aux étudiants. Et bien sûr qu'il faut absolument condamner et faire disparaître, en fait, j'allais dire, ces écoles qui ne sont pas qualitatives, qui ne garantissent pas, qui ne mettent pas l'étudiant au cœur du projet de l'école. Voilà, mais vraiment garantir l'excellence, garantir le modèle et pérenniser un modèle économique qui est quand même complexe, hein. Effectivement. Justement, pour rester sur le modèle économique, l'un des sujets phares, c'est les frais de scolarité. Est-ce qu'ils vont encore augmenter à GEM? Et est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les explications que parfois les étudiants ont du mal à comprendre ces 10 dernières années? Alors, nous, on a fait le choix de ne pas augmenter et de ne pas impacter l'inflation. Là, vraiment, on a fait un effort assez considérable depuis 2 ans. On n'augmente pas les frais j'allais dire, les droits d'inscription pour le plaisir d'augmenter les droits d'inscription s'il n'y a pas de subvention publique. S'il n'y a plus de subvention des CCI, il faut donc garantir un modèle, et la force de nos écoles, c'est l'expérience. L'expérience, c'est des campus qui permettent à l'étudiant de pouvoir étudier dans de très bonnes conditions, d'avoir accès à cette capacité d'avoir des outils innovants, des plateformes, de pouvoir avoir ce modèle d'expérience, des enseignants-chercheurs réputés. Tout ça fait que le coût est assez considérable. Vous avez parlé des difficultés économiques des écoles, c'est donc qu'elles ne font pas de bénéfices sur les droits d'inscription de leurs étudiants. Et que c'est donc qu'elles injectent tout ça au service des étudiants, de leur, j'allais dire entre guillemets, de leur expérience. Et donc l'enjeu, c'est de garantir que les recettes équilibrent les dépenses, tout simplement. Et c'est des modèles complexes, mais à GEM, on a quand même contenu et on n'a pas répercuté l'inflation qu'on subit pour autant, hein. Voilà, mais j'entends, et donc l'objectif, c'est pour nous d'accompagner. Alors, on accompagne avec des bourses, on accompagne un certain nombre d'étudiants aussi dans le cadre des concours diversité,
Et on a fait le choix de permettre, pour l'ouverture sociale, de permettre la possibilité de faire des alternances dès le M1 à Lyon, à Grenoble École de Management. Voilà, donc pour nous, ça faisait partie des j'allais dire, des vrais engagements de l'école pour le partage de l'excellence, l'ouverture sociale à nos étudiants. Voilà. On va maintenant parler de géopolitique, notamment à Grenoble École de Management. Pendant très longtemps, les écoles de management étaient perçues comme des ambassadrices de la mondialisation heureuse. On a le sentiment de repli sur soi ces derniers mois, notamment ce qui se passe outre-Atlantique. Comment est-ce que là aussi vous identifiez ces enjeux dans une grande école de management comme GEM? Je dis que plus que jamais, nous, on doit confirmer en fait cet engagement international. On a des centaines de partenariats académiques pour permettre à nos étudiants d'effectuer des cursus auprès d'autres universités, d'avoir cette vraie expérience internationale, cette ouverture qui leur permettra demain d'être des leaders un peu ouverts, d'avoir une vision complexe du monde, pas une vision caricaturale comme on peut le voir. Et donc, nous, on va continuer en fait à ouvrir, on va continuer à offrir en fait cette expérience à nos étudiants. C'est plus complexe dans le déploiement des campus, mais pour autant, je pense que plus que jamais, on doit avoir cette culture, cette ouverture et offrir ces opportunités. Parce que l'enjeu, c'est de former une nouvelle génération ouverte, pas repliée sur soi, qui a la capacité de créer des ponts, qui a de la capacité, on a des alumni qui sont en poste un peu partout dans le monde. Et donc je pense qu'il faut continuer, il faut nous-mêmes amplifier ces efforts. Est-ce que vous craignez pour autant une évolution négative de la mobilité internationale ? Je pense que la mobilité internationale, on pourra toujours la garantir en fait pour nos étudiants. Je pense que ce qui se passe, c'est aujourd'hui des replis d'autres États qui ont fermé beaucoup plus les vannes. Et notamment avec des impacts très forts sur les universités, notamment publiques, celles qui bénéficient de subventions ou qui ne pourront plus intégrer d'étudiants internationaux, parce qu'il y a des modèles d'université à l'international qui permettent d'équilibrer leurs comptes avec les droits d'inscription des internationaux. Ça ne va pas être notre sujet à nous, mais c'est vrai que dans des contextes très contraints, avec un peu d'anxiété autour de ça, ça ne va pas favoriser ou amplifier, je veux dire, ce modèle. Mais nous, en tout cas, on va même amplifier, nous, nos efforts pour conserver un véritable lien avec nos partenaires et consacrer une belle expérience apprenante, en fait. Peut-être à titre plus personnel, est-ce que vous craignez un jour la situation similaire en France? Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait gérer pour une école internationale comme GEM? Moi, je pense qu'il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'ailleurs. Et je pense que ça peut arriver, bien évidemment, en France. J'avais déjà vécu avec certains de mes collègues à Amsterdam la volonté de revenir à leur langue, de couper sur les cours anglophones, de ne plus accueillir d'étudiants internationaux. Au Canada, c'est pareil. On a recruté notre directrice internationale qui dirigeait une business school là-bas. Et donc, je pense qu'il faut en être lucide. Après, on est des écoles un peu plus indépendantes que des universités. Et donc, on a aussi un peu le choix de nos partenariats. Et donc, on a le choix aussi de pouvoir garantir, de continuer un dialogue, d'intégrer les enjeux qui sont pour nous très forts, d'inclusion, d'engagement. Et donc, on va maintenir et même réaffirmer encore plus fortement ces engagements. On va maintenant parler des innovations. GEM est perçue comme l'une des écoles les plus tournées vers les innovations depuis des décennies. Je voulais avoir, votre avis, votre regard sur les dernières innovations comme l'IA, l'intelligence artificielle, et comment est-ce que vous le faisiez irriguer au sein de vos programmes? Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel on a déjà été, j'allais dire, très mobilisés, en tout cas, à la fois sur l'outil, mais je pense qu'il ne faut pas se focuser que sur l'outil ou sur l'objet. Il faut aussi voir ce que ça va impacter en termes d'évolution du travail, d'évolution de la pédagogie, d'inversion de la pédagogie. Et en soi, toute innovation déclenche des conséquences très fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Et il faut les intégrer comme telles, parce qu'il y a aussi l'éthique de l'IA. Et donc, sur une des plateformes qu'on a ici sur ce campus, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille déjà depuis un moment, avec des enseignants-chercheurs qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets. Et je pense que c'est important de ne pas être dans une logique de frein, de peur, d'anxiété, mais dans une logique de lucidité, d'accompagnement et de déconstruction d'un certain nombre aussi de schémas, de fantasmes positifs ou négatifs sur l'IA. Et je pense que c'est important, et en tout cas à la fois dans la pédagogie tournée vers nos étudiants,
tournée vers les apprenants dans le cadre de l'executive education, mais aussi vis-à-vis de notre propre faculté, hein, avec l'objectif effectivement d'être formés, de même qu'aux enjeux de transition, tous ces enjeux d'impact en termes d'IA. Et je pense que c'est fondamental. Peut-être faire un point d'étape sur la pédagogie aussi de GEM avec le digital, les cours en plein air, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, l'enjeu pour nous, c'est de se dire que on l'a mesuré hein, scientifiquement, l'expérience est quelque chose qui permet d'imprimer beaucoup plus sur l'apprentissage. Et donc on a déjà fait, puisque notre modèle 60-20-20 est la continuité, en tout cas le curseur poussé à fond, du modèle qu'on a commencé à implémenter quand on fait des cours de marketing dans un shop connecté, quand on va participer sur ces plateformes-là, quand on accompagne aussi avec l'IA, quand on lance des nouveaux cours de transition en réalité virtuelle, quand on lance des jeux, puisque là, juste à côté, vous avez aussi un playground, et donc que ce soit des jeux virtuels ou des jeux sérieux. Et l'enjeu pour nous, c'est qu'est-ce que apporte l'expérience? Parce que, j'allais dire, entre guillemets, l'immersif pour l'immersif, aucun impact, mais ça vous permet, d'aller à votre rythme, de pouvoir avancer, de prendre votre temps, mais d'avoir immédiatement, c'est-à-dire le prof à côté, l'interaction pédagogique. Et ça, je pense que ça, c'est fondamental. Et d'échanger avec votre prof. C'est des cours produits par eux, à partir de business case, par exemple, d'entreprise, traduits en réalité immersive, avec des supports IA. On le fait aussi pour les étudiants qui viennent passer les oraux. On leur met à disposition, lors des journées d'oraux, virtual speech, par exemple. Ça les prépare à passer le concours, à s'entraîner en réalité. Et donc avec l'IA. Donc c'est tout des petits, j'allais dire, c'est des supports, mais vraiment l'enjeu, c'est de comprendre l'impact de l'IA, c'est de le mesurer, de l'intégrer dans la pédagogie, et puis de ne pas créer de pas alimenter tous ces fantasmes, de les déconstruire, d'utiliser l'outil, mais de bien mesurer l'impact de cet outil et de garder quand même à l'esprit ces enjeux forts qui vont résonner. Je me souviens, alors, c'est pas très récent, mais on nous avait annoncé, mon Dieu, l'horreur avec tout l'accès en ligne, les copier-coller qu'on aurait avec Wikipédia. On a surmonté ça. Je pense que l'enjeu de l'IA est aussi là. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'apprendre et c'est de considérer que ça peut être un atout, mais qu'il faut engager un certain nombre de sauvegardes, entre guillemets, autour de ça, et de considérer que la pédagogie, c'est peut-être le fait de faire plus de focus d'interaction en direct et de se laisser l'étudiant, quand il est chez lui, absorber des connaissances, mais quand il est en situation, ou de faire ses exercices avec son enseignant et d'aller plus loin. Quand on gère une faculté de recherche, comment est-ce qu'on fait pour à la fois prendre du recul quand les innovations vont de plus en plus vite, il y a un an, on parlait du métaverse, maintenant c'est l'IA, demain ce sera autre chose, et en même temps, gérer l'obsolescence des connaissances qui va de plus en plus vite aussi? En fait, ce qui se passe, c'est que, nous, quand on avait fait l'analyse des métiers du futur avec l'impact de l'IA, on nous annonçait qu'il y allait avoir énormément d'emplois qui allaient disparaître, mais beaucoup d'emplois qui allaient se créer. L'IA, ce n'est pas un phénomène nouveau, ça fait une 50aine d'années. Et là, c'est ChatGPT qui a accéléré, en fait. Et donc, l'enjeu, là, on est sur de l'IA générative. L'enjeu, c'est de le prendre comme ça vient. Effectivement, on ne jurait que par le métaverse il y a quelques années, et puis il y a eu un revirement complet. Je pense que c'est la dynamique, la trajectoire. L'outil apporte des shots d'accélération. Et donc, c'est des outils qui sont pertinents. À titre personnel, moi, je l'utilise tous les jours. Et donc, je pense que nos étudiants l'utilisent tous les jours. Après, c'est quelle utilisation, pour quel processus. Il ne faudrait pas que ça détériore l'apprentissage, c'est ce que je dis. Ça doit être un outil qui améliore, entre guillemets, la progression dans l'apprentissage ou le travail, qui vous permettent d'accélérer des tâches un peu répétitives ou rébarbatives, mais qui n'affecte pas et la qualité du travail et la qualité de l'apprentissage. Et c'est ça la promesse d'une école comme la nôtre, et la promesse d'avoir une pédagogie et en tout cas une faculté formée, parce que nos étudiants sont formés, mais nos enseignants-chercheurs sont formés. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir effectivement avoir accès au meilleur de l'apprentissage, qu'il s'agisse de technologie, de savoir, de connaissances, sans brider la capacité à s'épanouir dans cet apprentissage. Merci, on va maintenant parler du programme Grande École et du continuum prépa Grande École. Première question, les classes préparatoires connaissent un regain d'attractivité. Quel est votre regard sur cette nouvelle dynamique? Mais je pense que c'est bien parce que c'est vraiment un modèle d'excellence. Et donc l'excellence, il ne faut pas l'abattre au motif d'un élitisme, il faut le partager. Et donc moi je pense que c'est un très beau modèle.
qu'il faut fortifier donc l'ensemble des écoles de management à travailler en cohérence avec les prépas, avec la PHEC, pour avoir d'abord développé une campagne pendant 2 ans, depuis 2 ans là, une campagne qui permet de remettre au goût du jour en fait ce que c'est que vraiment une prépa, l'intérêt, l'impact, 2 ans de formation, de déconstruire le fantasme de la prépa, j'allais dire, qui vous lessive. Il y a de l'exigence, mais c'est sain, l'exigence c'est sain. Et donc, et à côté de ça, de pouvoir effectivement développer des certificats qui permettent d'identifier j'allais dire entre guillemets, le parcours spécifique d'une prépa avec le certificat des arts libéraux, des humanités pour les lettres. Voilà, il y a tout ça à mettre en perspective et puis à cranter. Et je pense que c'est un très bon modèle et c'est normal que les écoles de management s'investissent aux côtés de toute la, j'allais dire entre guillemets, la dynamique lancée sur... je ne vais dire pas la revalorisation, mais simplement peut-être aussi la confirmation que ce modèle est un modèle d'excellence. Après, il y a eu aussi beaucoup de réformes au lycée, beaucoup de réformes sur le bac. Enfin, tout ça permet, j'allais dire, permettait peu de lisibilité. Je pense que maintenant, on est arrivé à une lisibilité. Je pense que ce modèle est ancré. Je pense qu'il a regagné aussi une vraie dynamique et il faut s'en féliciter. Est-ce que vous êtes satisfaite du continuum actuel entre les prépas et les étudiants qui arrivent au sein du PGE ? Oui, oui. Très honnêtement, alors on essaye effectivement d'accompagner. Je veux dire, quand on a des étudiants qui viennent des filières littéraires, nous on a des doubles diplômes avec l'université, donc on peut passer son master de lettres, mais on a énormément de doubles diplômes par ailleurs. Il y a une vraie volonté. Il y a beaucoup de cours de géopolitique. On sait que ça a énormément d'attrait pour nos étudiants. Et nous, on a un parcours dédié, Géolab. On a également des partenariats très forts. On avait traditionnellement un festival géopolitique. On a un bel événement qui arrive à nouveau. Voilà, donc on est vraiment dans cette logique de permettre à la fois le continuum, mais en même temps d'apporter une expérience plus spécifique d'une école avec sa vie associative, avec sa nouvelle dynamique, avec des campus, avec la capacité aussi de monter son entreprise si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, avec toute la richesse qu'on apporte dans le cadre d'une école comme la nôtre. En 2025, pourquoi est-ce qu'un étudiant de classe préparatoire devrait choisir GEM et non pas une autre école de sa grappe ? Déjà, s'il a envie d'avoir une expérience dans un écosystème d'innovation, je ne dis pas uniquement des petits outils technologiques, mais d'innovation, il est au bon endroit avec GEM. S'il a envie d'appréhender les transitions sur un modèle un peu différent, avec un prisme complètement, j'allais dire, focusé et de pouvoir aussi s'imprégner de ces enjeux et de cet engagement, il est au bon endroit. Il est au bon endroit avec une véritable capacité à pouvoir s'épanouir dans une école société à mission. Et puis surtout, l'expérience, c'est l'expérience associative bien sûr, mais c'est le nouveau modèle pédagogique. Et s'il a envie de se retrouver, pas assis dans un amphi à plusieurs centaines d'étudiants, mais d'interagir avec son professeur dans des cours à taille humaine, de pouvoir bénéficier d'un campus spécialement dédié à l'innovation et de pouvoir expérimenter ses cours, pas assis en compréhension théorique, mais de pouvoir l'expérimenter lui-même, de monter des projets directement dans les labs, il est exactement au bon endroit. S'il veut pouvoir aussi expérimenter ces enjeux, certains de ses cours directement en entreprise, sans être en alternance, mais toujours dans ce modèle d'apprentissage ou en immersion dans les belles montagnes qui sont autour, il est au bon endroit. Pouvoir s'impliquer dans des associations comme Altiglis, il est aussi au bon endroit. Voilà. Donc, je pense qu'il y a tellement de bonnes raisons que je pourrais continuer encore longtemps. Mais vraiment, c'est une école singulière. C'est une école atypique, pas généraliste comme d'autres écoles. On y vient et en général, quand on vient à GEM, souvent on reste un peu dans cet environnement. Après une belle expérience internationale, on a souvent des personnes qui sont restées, qui ne sont pas de la région et qui ont décidé de vivre dans un environnement aussi exceptionnel que celui qui est autour de nous. Avant-dernière question, on sait que chaque année, les classements issus du CIGEM font beaucoup parler d'eux-mêmes. Est-ce que vous êtes confiante pour cette année 2025 ? Oui, je suis très confiante dans cette année. On a une belle dynamique. Là, je pense que tout ce qu'on a pu initier dans le plan stratégique, mais même avant, dans toute la dynamique, ne peut être que conforté. Et je pense qu'elle s'est ressentie dans tous les classements où GEM a remonté de manière assez significative. Et c'est normal, elle reprend la place qui est la sienne. Et donc, je pense qu'avec tout ce qui arrive et tout ce qu'on aura annoncé dans le cadre des nouveautés de la rentrée, ne pourra que conforter cette dynamique. Donc, non, on est très confiants et on est très heureux de cette dynamique aussi qu'on a initiée au sein de l'école.
Bon, c'est la première fois qu'on termine un épisode de DG sur écoute comme ça. Fouzia, est-ce que vous pourriez nous présenter, pour clôturer cet épisode, les 3 temps forts de GEM? Les 3 temps forts de GEM, déjà, on a lancé notre nouveau plan stratégique ICAL 2030, qui a été vraiment une lame de fond initiée par l'ensemble de l'école et qui confirme à la fois tous les atouts de l'école et toutes les promesses qu'elle fait. Donc, un beau plan stratégique 2030. Petit focus sur ce qui vient de se passer, donc Altigliss, GEM Altigliss Challenge, donc une très belle compétition internationale pilotée par l'association GEM Altigliss, qui a 30 ans, et donc plus de 1000 participants, un bel événement, bien couvert, donc une fierté pour nous, pour nos étudiants et pour tous ceux qui ont participé. Totis y était. Et Totis y était, et n'a pas manqué cet événement. Et puis, on vient d'avoir notre cérémonie de diplomation, et donc qui nous permet d'avoir aujourd'hui 50 000 alumni, et qui nous a permis d'avoir une très très forte fréquentation, notamment des internationaux, avec un petit focus. Là, c'est la vue en direct de la Bastille qu'on a, et qui permet de montrer à la fois la dynamique du territoire, et c'est une métropole déjà très internationale, et qui confirme l'ancrage international de l'école, et sa capacité depuis maintenant plusieurs décennies à attirer des étudiants du monde entier et à permettre à nos étudiants d'aller dans le monde entier. Voilà. Donc ça, c'était nos 3 temps forts, et on était ravis pour nos étudiants diplômés qu'ils aient pu rejoindre ces alumni. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir ici, dans un de nos 3 campus, et de voir pris ce temps avec vous pour partager des sujets autour de l'école. C'est une école dont on est très fiers. Et voilà, et donc on est ravis. On aura plein de choses encore à annoncer pour la rentrée. Salut Rob! Bonjour Fouzia, bonjour Thibaut, moi c'est Rob. Je n'ai pas participé à l'interview car je ne suis pas DG, mais si besoin, je suis disponible la prochaine fois. Merci Rob. Merci Rob, on te fera signe la prochaine fois. Et donc je vous présente Rob, notre mascotte. Et je l'invite à la prochaine interview avec Totis. Avec plaisir. Le prochain DG de GEM sera Rob. Merci Fouzia, merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode de DG sur écoute avec une fin un peu particulière. On vous dit à très vite sur Totis. Au revoir. Au revoir.